Nous passons à l'invité de ce soir. Il y aura une question pour commencer sur la Côte d'Ivoire. L'ombre du Premier ministre défunt Ahmed Bakayoko va-t-elle planer sur le RHDP? On sera ensuite du côté de la Guinée. C'est Loudalen Diallo qui a été empêché de quitter le pays pour assister aux obsèques d'Ahmed Bakayoko. Et en France, Nicolas Sarkozy est de retour devant la justice dans le cadre de l'affaire Big Malion. On en parle avec Maître Eric et Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel Niaoui. Nous allons parler d'abord d'Ahmed Bakayoko, le désormais ancien Premier ministre ivoirien décédé le 10 mars dernier et dont les hommages funéraires ont eu lieu ce mercredi à Abidjan en présence du président Alassane Ouattara, de son épouse, mais également des chefs d'État étrangers comme le président ghanéen, le président guinéen, qui ont pris part donc à cette cérémonie. C'est Maître Sosa, une des figures emblématiques du RHDP qui vient de disparaître. Quand on voit le flot d'hommages qui lui est rendu, on a le sentiment que c'est quelqu'un qu'il serait difficile de remplacer. Difficile de remplacer, très certainement, compte tenu du rôle prééminent qu'il a toujours joué au sein du RHDP et surtout de la place qu'il a tenue depuis le début d'abord de ce qu'on a appelé la crise ivoirienne, parce que ce sont les gens qui étaient... il fait partie du premier cercle qui a travaillé à l'installation de Alassane Ouattara au pouvoir. En même temps que Guillaume Soro, en même temps que certains autres, les très fortement galonnés, on se souvient Ouattao et autres, les autres comme zone, ce sont eux qui ont mis en place le système en réalité. Et aujourd'hui, c'est vrai que sa place va beaucoup manquer, et l'efficacité avec laquelle il a roué pour mettre en place le système va manquer forcément à ce système, oui, incontestablement. En même temps, on sait qu'on est en politique et qu'il n'y a pas d'homme irremplaçable. Non, mais je dis, sa place va manquer. Mais qu'il soit remplacé, ça, pensez bien qu'il y sera pourvu de façon assez rapide. Hein. Non, mais celui qui va être mis à sa place ne sera pas lui. C'est-à-dire qu'il il n'aura pas le même pédigré, il ne rentrera pas les mêmes services et il n'aura pas les mêmes ailes. Mais oui, on lui trouvera... vous savez, il y a déjà un Premier ministre. Mais c'est la palissade de dire qu'il ne s'appelle pas Ahmed Bakayoko. Et le travail que Ahmed Bakayoko a fait auprès de Alassane Ouattara est singulier. Personne d'autre ne rendra les mêmes services à Alassane Ouattara. Donc oui, quelque part, sa place va manquer à Alassane Ouattara. Mais ça ne veut pas dire que dans l'appareil d'État, il soit indispensable. Personne ne l'est. Jamais. Au cours de la cérémonie aujourd'hui, beaucoup ont souligné un côté du monsieur, sa fidélité justement au RHDP, Alassane Ouattara. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont tourné le dos au président, Guillaume Soro y compris. Et donc, il est quand même resté très fidèle jusqu'au bout. Oui, c'est ce que je disais. C'est un cacique de la première heure. C'est en fait, on va dire, un homme clé du système. Donc, oui... forcément, oui, sa fidélité, elle est évidente, elle est louée par certains et décriée par d'autres. Parce que par fidélité, parfois, on est amené aussi à faire des choses qui ne sont pas forcément des plus recommandables. Vous savez, c'est toujours comme ça. Il suffit que vous mouriez pour que on ne vous trouve plus aucun défaut. Les défauts disparaissent avec vous. Bon. Mais aujourd'hui, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont beaucoup à reprocher à Ahmed Bakayoko, et il y a des pleurs dans des familles sur le nom d'Ahmed Bakayoko. Mais bon, c'est interdit de le dire parce qu'il faut rester dans le chorus des hommages. C'était un homme formidable, c'était
le serviteur le plus zélé, le meilleur parmi nous tous. C'est un grand serviteur de l'État. La Côte d'Ivoire a perdu un fils exceptionnel, etc. On entend tout ça. Mais bon, on oublie que, à regarder son parcours, entre ce qu'il est devenu aujourd'hui et ce qu'il était quand d'autres l'ont connu sur les bancs, avant qu'il ne devienne homme de presse, etc., bon, plusieurs milliards se sont accumulés, dont beaucoup ne se demandent même pas comment. Oui, la source. Oui, donc il est même interdit de se demander comment. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'affaires, mais vous savez, c'est vrai, devant la dépouille mortelle de chaque homme, il faut taire tout ça. Il faut se souvenir que de ce qu'il a fait de bien. Donc on est, disons, sous le diktat de l'émotion, et il est interdit en ce jour particulier de dire quoi que ce soit qui fasse un couac dans le chorus, oui, je dis dommage, qui lui est rendu et qui lui est dû. Il y a quand même autour du personnage, que ce soit sur le côté politique, du côté du monde du showbiz ou autre, une unanimité, c'est-à-dire que les politiques estiment que Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute, le sens du compromis. Du côté du showbiz, on ne citera pas toujours les choses qu'il a faites. Il a, grâce à lui, beaucoup d'artistes se sont réalisés. On veut bien que tout ça puisse effacer les défauts de son parcours. Vous savez quoi? C'est très généreux. Enfin, c'est toujours très facile d'être généreux avec l'argent des autres. Et on peut être mécène à très bon compte quand on ne sort pas de l'argent de sa poche. Mais rien ne l'obligeait à dépenser et à partager l'argent qu'il a gagné, parfois on ne sait pas comment, avec des gens qui sont nécessiteux. Rien ne l'oblige. Mais s'il le fait, on loue cette générosité et cette qualité d'âme. Mais bon, je sais que ce que je dis va beaucoup choquer de gens, mais mourrez et vous verrez. Dans les cimetières, il n'y a pas d'hommes mauvais. Il y a de grandes âmes et des gens exceptionnels. C'est toujours cette image qui m'a toujours ému, de l'enfant qui demande à son père, mais où est-ce qu'on enterre les méchants? Ils n'ont pas de cimetière, les méchants. Dans les cimetières, il n'y a que des gens bons. Donc, bon, ben, Ahmed Bakayoko va rejoindre comment dire, le panthéon des hommes de bien et qui nous y précèdent. Et paix à son âme. On reste toujours à parler de l'opposant avec donc ce refus opposé d'Ahmed Bakayoko, j'allais dire, avec ce refus opposé à l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, d'assister donc à la cérémonie. Il devrait représenter l'international libéral dont il est le vice-président exécutif aux obsèques du premier ministre ivoirien. Mais il a été interdit de voyager par les autorités de son pays, qui ont confisqué son passeport. Mais tout ça, ça fait un peu rire quand même. Ubuesque. Ubuesque. Quoi il n'est sous le coup d'aucune interdiction de sortie du territoire guinéen. À mon sens et à ma connaissance, il ne lui est reproché quoi que ce soit de particulier. Il n'est pas imputé des actes légalement répréhensibles. Et on nous dit, alors qu'il était à bord d'un aéronef à destination de la Côte d'Ivoire pour assister aux obsèques de Ahmed Bakayoko, avec qui peut-être il a des relations personnelles, ou en représentant l'international libéral, et on vient nous dire que une fois qu'il est monté dans l'avion, comme pour l'humilier un peu plus, on est venu le sortir et prendre son passeport. Il a passé l'immigration, il a passé tous les services. Personne ne s'est souvenu que c'était Cellou Dalein Diallo. Et une fois qu'il est dans l'avion, on a trouvé très élégant de venir le sortir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on commente? Qu'est-ce que vous voulez qu'on commande? C'est ainsi va le Gondwana. Bon, venant de quelqu'un comme le professeur Alpha Condé, il n'y a plus aucune surprise à avoir. Bon, toute honte au but, il a franchi déjà en les culbutant les unes après les autres toutes les digues morales, et en politique, il ne s'encombre plus d'aucune éthique. C'est son opposant, il en dispose comme il veut. Lui, il va à des obsèques officielles.
d'un homme d'État, mais son opposant n'a pas le droit d'y aller. Ils ne peuvent pas se retrouver tous les deux sur les mêmes estrades. C'est peut-être finalement ça le problème. Bah, alors, attendez, mais si c'est ça le problème, alors il a un gros problème. Parce que tout de même, c'est-à-dire, Cellou Dalein Diallo, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a été un homme politique guinéen constant. Il est en politique en Guinée depuis plus de 30 ans. Il a rendu de très grands services à ce pays. Il a un combat politique à son actif qu'il faut louer parce qu'il a fait preuve de courage à plusieurs reprises. Lorsque Dadis Camara a pris le pouvoir, on a vu avec quelle combativité. Oui. Il s'est élevé pour défendre les valeurs démocratiques. Donc on lui doit quand même un minimum de respect. Et en plus, il est son challenger immédiat aux dernières élections pour un troisième mandat qui a été usurpé et qu'il a dénoncé avec force. Bon, pour ça, s'il doit être privé de voyage, bon, après tout, il faut s'attendre à tout sous nos tropiques complètement déraisonnables. Oui, déraisonnables. Je ne sais pas. Maintenant, j'attends que le gouvernement guinéen donne des explications et nous dise pourquoi est-ce qu'on interdit à Cellou Dalein Diallo, à qui, à l'heure qu'il est, hein, on ne nous dit pas ce qui lui est reproché, de voyager en Côte d'Ivoire. Oui. Allez simplement rendre hommage à un homme politique qu'il a connu dans un pays voisin, ça aussi, on n'a pas le droit. Puis je sais pas. Je sais pas expliquer ça. J'ai pas de mots, j'ai aucune idée d'ailleurs. Ça me laisse pantois, ça me. Voilà. De toute façon, je vais reprendre ici les mots de Cellou Dalein Diallo lors de mon départ pour Conakry, de Conakry pour Abidjan. Je me suis vu de nouveau opposer sans aucune notification et raison légale une interdiction de voyage avec confiscation de mon passeport, une autre manifestation du gouvernement autrement. C'est ce qu'il dit. Je me suis vu opposer de nouveau. C'est comme si finalement ça devient un peu récurrent. Dans son cas, on lui interdit. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est toujours l'hubris. Je suis au pouvoir, je suis le président, je suis le patron. Je fais ce que je veux avec les gens qui me plaisent pas. J'en dispose comme il me plaît. C'est à ma guise que les choses se passent. Voilà. Bon, donc, essayez de trouver une explication ou bien une raison raisonnable à la chose. Il n'y en a pas. C'est un abus de pouvoir dans son expression la plus méchante et la plus abjecte. C'est tout. Je suis le pouvoir, il me plaît comme ça. Vous n'avez pas le droit de voyager et c'est moi qui l'ai décidé. Vous n'avez rien à me faire. Voyez, et dire que c'est Alpha Condé qui pose de pareils actes, à chaque fois que j'en parle, les bras m'en tombent. Mais bon, il faut que je garde mon sang-froid. Troisième sujet, on va parler de la France. Nicolas Sarkozy est de retour devant la justice ce mercredi 17 mars, 2 semaines après avoir été condamné dans l'affaire des écoutes. L'ancien président va devoir s'expliquer sur ses comptes de campagne présidentielle de 2012. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir dépassé de 20 millions d'euros le plafond légal autorisé pour la campagne. Était-il au courant que ces frais de campagne dépassaient largement le plafond fixé par la loi? Et donc, c'est toute la question à laquelle devra répondre le tribunal. Mais tout ça, vous avez vu quand même un peu Nicolas Sarkozy, après avoir été condamné dans l'affaire des écoutes, il était sur les antennes de TF1, comment il s'est défendu, en croire que pour lui, tout ça, c'est un grossier montage. On suppose que dans cette même affaire, il va garder peut-être la même ligne de défense. Acharnement judiciaire. Enfin, peut-être qu'il va avoir la même ligne de défense de façon récurrente, mais à un moment donné, ça ne trompe plus personne. Et ça ne convainc plus personne, pour ainsi dire. Parce que, en fait, bon, là, c'est un peu le télescopage des calendriers, mais là, encore une fois, il y a des faits. Si la loi, le code électoral a prévu que les dépenses de campagne doivent être limitées, les dépasser par des moyens artificieux est une infraction.
c'est à chaque fois un trucage, du coup. C'est-à-dire qu'on était dans un système où le plafond est limité à 22 millions 500 000. Nous sommes, avec M. Sarkozy, à plus de 40 millions. Bon, lorsque François Hollande fait modestement 10 meetings, il en fait 44, avec des moyens, mais toujours aussi spectaculaires, plus spectaculaires que les autres. C'est le grand show à la Sarkozy. Mais quelqu'un a payé. Donc, bon, on a fait payer au parti, alors que normalement, c'est une association chargée de la campagne qui devrait en contrôler les dépenses. Et il n'y a aucune dépense de campagne qui n'est pas connue du candidat. Le directeur de campagne, Jean-François Copé, a été blanchi, lui, parce que, bon, dans la même affaire, il a fait la démonstration que beaucoup de choses lui ont échappé, que certaines informations lui sont parvenues. Mais même les experts comptables l'ont prévenu en disant que, attention, nous sommes en train de franchir la ligne rouge. Mais ça n'a pas suffi. Il fallait gagner les élections, il fallait y mettre les moyens. Et du coup, bon, voilà. C'est-à-dire que quand on crée cette espèce de disparité entre les candidats, forcément, le jeu n'est pas égal. On n'est plus dans des campagnes électorales transparentes et équitables et égaux. Donc, du coup, il y a à un moment donné une fraude, et c'est cette fraude qui est poursuivie. Donc, maintenant, venir nous dire que c'est un acharnement politique, mais qui s'acharne? Celui contre qui il a fait la campagne a déjà renoncé à la politique. Il est parti depuis longtemps. Donc, c'est lui qui le cherche. Mais non, nous sommes dans un pays où il y a des lois et il y a des gens qui, pour les faire respecter. Ces gens sont en train de faire respecter les lois de leur pays et on nous dit que c'est un acharnement politique. Mais non, s'il n'y avait pas de fait, pourquoi on n'a pas poursuivi François Hollande? Emmanuel Macron a fait campagne aussi. Pourquoi ne le poursuit-on pas? Marine Le Pen a fait campagne contre Emmanuel Macron. Personne ne dit qu'elle a dépassé le plafond des frais de campagne. Il faut toujours que ce soit à Sarkozy qu'on reproche quelque chose parce que il est le plus beau, le plus grand, le plus intelligent de tous. Alors il faut le casser. Pourquoi? En plus, il a renoncé à la politique. Alors quel acharnement on aura encore à quelqu'un qui a déjà pris sa retraite et qui ne représente plus aucun danger? Je ne comprends pas cette ligne de défense là. À un moment donné, elle devient complètement, j'allais dire frivole et peu convaincant. Mais dans l'affaire, si toute la difficulté sera aussi peut-être pour la justice de réussir, en tout cas pour le parquet, de réussir à démontrer que Nicolas Sarkozy savait. Écoutez. Encore une fois, il faut faire attention quand on parle de dossiers dont on n'a pas lu tous les éléments. Je ne sais pas sur la base de quels éléments précis, que ce soit des présomptions ou des éléments à charge vérifiés, objectivés, et qui ont permis à des juges, pas uniquement au parquet, mais à des juges, de le renvoyer devant la juridiction de jugement. Forcément, il doit y avoir des choses. Et on attend à ce que ces choses-là soient connues à l'occasion du débat public qu'il y aura lors du procès, pour qu'on sache exactement pourquoi, parce qu'il n'est pas seul. Ils sont près d'une vingtaine, apparemment, à comparaître. Bon, mais il faut quand même qu'on nous explique sur la base de quoi on a élaboré la théorie de la culpabilité. Je parle de la théorie de la culpabilité, d'accord? Bon, entre la théorie et la culpabilité objective, il y a encore un chemin qu'il faut savoir parcourir. D'abord, est-ce que les faits qualifient l'infraction? D'abord, est-ce que les faits existent? Oui. Est-ce que les faits qualifient l'infraction? Oui. Est-ce que nous avons suffisamment de preuves pour mettre à la charge de X, Y, telle infraction? Oui. Si on répond à ces trois questions, on renvoie en jugement. Maintenant, et c'est pour ça que je trouve formidable ce métier, et c'est pour ça que j'aime le monde de la justice, il s'est trouvé plusieurs fois des magistrats pour se réunir pour dire que quelqu'un est coupable et arriver à la barre d'autres magistrats en écoutant les éléments à charge et à décharge, la défense notamment, et ses démonstrations, viennent dire non,
nos collègues se sont trompés en vous renvoyant, nous vous relaxons. C'est tout ce que je souhaite à M. Sarkozy, que ses avocats et lui-même apportent la preuve que ceux qui ont réuni des éléments à charge contre lui se sont probablement trompés ou ont mal interprété des éléments de fait et des éléments objectifs. Et à ce moment-là, bon, justice sera faite. Mais si c'est le contraire, qu'on ne nous dise pas que c'est le produit d'un acharnement. Pour lui, en tout cas depuis le début de cette affaire, il répète à qui veut la voir, à qui veut le savoir, qu'il n'avait pas tout le temps de se plonger dans ses comptes et ne savait pas. Écoutez, là encore une fois... S'il était le candidat... Non, bémolisons un tout petit peu. D'accord. C'est vrai, quand vous êtes candidat engagé dans une élection présidentielle, vous n'avez pas le temps de vous occuper de ces vétilles. Hein, honnêtement, c'est pas méprisable, hein, mais quand même, une équipe de campagne, elle est organisée de telle façon que, bon, chacun sait le rôle qu'il tient, et il y a certaines informations que vous n'avez pas forcément. Écoutez, c'est pas, on va louer telle salle plutôt que telle autre, parce qu'elle a telle contenance, parce qu'elle a des normes de sécurité. Le candidat, c'est pas son problème. On organise les choses comme il faut, et lui, on lui dit, vous avez 20 minutes de discours à faire à tel moment, et tout ce qui se passe avant et après, c'est pas son problème. Il prépare ce discours parce qu'il a une adresse à la nation et il a une parole à donner à ses candidats. Donc, quand on est occupé à ça, en même temps que le travail de président, parce qu'il n'a pas démissionné pendant la campagne, il faut d'abord s'occuper des affaires de la nation et en se préparant à continuer à être président. Donc, quand vous faites ça, effectivement, beaucoup d'informations vous échappent. Et je veux bien croire que M. Sarkozy, à certains moments, n'a pas eu nécessairement l'attention qu'il faut pour s'occuper de ces détails-là. Mais il y a dans le dossier des gens qui sont de son équipe qui disent l'avoir prévenu. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je suppose qu'ils ont été confrontés à lui ou à d'autres et que certains éléments permettent dans le dossier de vérifier que oui, à tel niveau de véracité, ça ne pouvait pas lui échapper. Mais bon, encore une fois, c'est ce que je dis. En justice, ce qui est fabuleux, c'est que on peut réunir contre vous un dossier très accablant et à la fin, vous sortez blanchi. C'est là, vous voyez, c'est tout le plaisir de notre métier à nous. Et c'est pour ça que, forcément, oui, quand on est avocat, on ne peut pas être d'un bloc en pensant que ce qu'on pense et la position qu'on a est la seule vérité possible. Il y a deux vérités qui s'affrontent dans chaque procès. Deux vérités s'affrontent. Il faut, à un moment donné, que quelqu'un nous départage. Et, vous savez, il y a même des gens condamnés que des gens continuent de croire innocents. Et l'inverse aussi se produit tout le temps. Il y a des innocents, des gens innocentés en justice que des gens continuent de croire coupables. Donc, bon, ça, vous n'y ferez rien, c'est la nature humaine. Et le doute, parfois, est aussi facteur d'intelligence. Maître Sosa, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant, et puis après, ce sera le tour de regard croisé.